Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 23 octobre 2025 et notre cher ami Andrei Martianov est avec nous. Bienvenue, Andrei. Avec plaisir. À tout moment. Andrei, laissez-moi commencer par ce qu'a dit Medvedev, sa dernière déclaration. Il dit en substance que, si certains commentateurs avaient encore des illusions, les voilà dissipées. Les États-Unis sont notre ennemi, et leur politique à notre égard ne consiste qu'à nous considérer comme tels. Qu'est-ce que cela signifie, Andrei? Parce qu'il parlait de l'annulation du sommet de Budapest, et il semble que la partie russe sache que l'atmosphère n'est pas propice à ce type de rencontre. C'est pourquoi ils ont décidé de se limiter à des appels téléphoniques entre les deux parties. Oui, nous y allons. Très simple. Mon point de vue à ce sujet remonte à décembre 2021. Il a été publié par le ministère russe des Affaires étrangères et s'appelait « L'Ultimatum ». Mais beaucoup de gens n'avaient pas encore compris à l'époque que les conditions étaient déjà posées. Elles ont en fait changé, car maintenant, la Russie ne reste pas en retrait. Elle s'appuie littéralement sur ce caractère péremptoire initial, comme cela avait été évoqué dans l'ultimatum, ou quel que soit le nom qu'on veuille lui donner. À présent, il y a des conséquences. L'Occident uni s'est engagé à pleine capacité contre la Russie et s'est retrouvé face à une défaite. Et c'est comme au poker. Vous savez, quand on a une quinte royale ou autre. C'est ce que Poutine a. Et Trump, lui, a, disons, des 2, des 4, peu importe, aucune carte maîtresse. Donc, s'il veut jouer cette carte, les Russes n'ont aucune raison de la jouer. Les Russes ne sont pas des gens naïfs, contrairement à la manière dont beaucoup aiment les dépeindre. Mais encore une fois, la plupart de ceux qui les présentent ainsi sont des personnes qui n'ont jamais rien dirigé de leur vie. La question ici est donc la suivante. Medvedev est l'alter ego de Poutine. C'est vraiment, soyons honnêtes, une situation de bon flic, mauvais flic, aussi simple que cela. Et les États-Unis, ainsi que l'Occident dans son ensemble, doivent prier pour que Medvedev ne devienne pas le prochain président, ce qui est en réalité une probabilité assez élevée. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une sorte de manœuvre de Medvedev, un geste populiste pour se faire élire lorsque le moment viendra. Non, c'est simplement ainsi qu'il pense. Et cela a été dit. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de Medvedev. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est intervenu et pour la première fois a utilisé un terme auquel beaucoup, surtout en Europe, doivent prêter attention lorsqu'il a déclaré que leur réponse serait décisive et choquante. Alors, que puis-je dire? Les Russes savent, pour ainsi dire, dans quelle direction le jeu se dirige. Et Trump, comme je l'ai déjà dit, la Russie lui a offert une porte de sortie. Trump n'est pas un homme d'État, c'est un politicien, et pas un très bon. Donc, sa partie est terminée. Il peut continuer à faire ce qu'il veut, mais vous savez quoi? La prochaine frappe visera évidemment des installations de l'OTAN, si quelque chose de grave se produit. Et la Russie a lancé l'avertissement. Le principal problème, Andrei, avec l'administration Trump, c'est leur incohérence. Ils ne sont pas cohérents dans leur manière de penser, ni dans leur façon de communiquer avec les Russes. En ce qui concerne le cessez-le-feu immédiat dont ils parlent, c'est la principale question avant la rencontre entre les deux présidents. À ton avis, y a-t-il une chance que la Russie accepte un cessez-le-feu immédiat? Non, je veux dire, c'est tout simplement hors de question. Et pendant que nous parlons, les Russes lancent maintenant l'opération pour libérer Kherson, juste pour ceux qui ne le sauraient pas. Quand on regarde la dynamique sur le front au cours des 2 derniers mois, encore une fois, écoutez. Pour les gens qui ont grandi avec le film Patton et la vision hollywoodienne de la guerre, il leur est difficile de comprendre comment une vraie guerre se mène.
Les Russes anéantissent environ 1500 membres des forces armées ukrainiennes par jour, plus ou moins. Et ils continueront jusqu'à ce que l'Ukraine se rende et suive ce que les Russes lui disent, ou jusqu'à ce qu'il manque d'hommes. Je sais que ça semble horrible, mais la Russie dispose de toutes les ressources nécessaires pour continuer aussi longtemps qu'il le faudra. Donc la question est, par exemple, maintenant, ils vont évidemment encore présenter cela comme une sorte de manœuvre tactique, tu vois. Mais Pokrovsk, qui est en fait le nom régional de Krasnoyarsk pour cet endroit, ils s'enfuient de là maintenant comme des rats, tu sais, par groupe de 10 hommes. Évidemment, ils utilisent des civils comme boucliers humains. C'est essentiellement une tactique de l'OTAN. Et oui, Pokrovsk, si tu regardes la carte de Pokrovsk aujourd'hui, la majeure partie est libérée. Ils se concentrent principalement dans la partie ouest et ils fuient. Et en fait, un point intéressant, au cours des derniers mois, la tendance a été très marquée. Les forces armées ukrainiennes essaient simplement d'éviter tout type de contact de combat, car c'est ainsi qu'elles se démoralisent, à moins bien sûr qu'elles ne soient droguées et poussées à des restes suicidaires, ces soi-disant contre-attaques où elles finissent toutes tuées ou blessées, ce qui revient à peu près au même. Ainsi, dans ce cas, la situation le long de la ligne de contact de combat définit tout dans les relations internationales aujourd'hui. Un mouvement d'une brigade russe ou d'une escadre de l'armée de l'air russe a plus d'influence sur la politique internationale que, par exemple, n'importe quel rassemblement de généraux de l'OTAN essayant de faire semblant de savoir ce qu'est la vraie guerre. Ils ne le font pas. Et donc, en conséquence, nous avons ce que nous avons. La Russie, on ne peut rien changer à la position russe. C'est complètement idiot quand on voit des gens, même en Occident, allant de M. Orban à Steve Bannon, en passant par d'autres anciens, vous savez, gros bonzes du département d'État, de tous les endroits possibles, aller sur Sky News et dire « la guerre est perdue, c'est fini ». Oui, nous savons que c'est fini. La seule question est de savoir jusqu'à quel point ces criminels de guerre à Bruxelles, Londres, Paris et Washington veulent persister. Et la seule chose qui dépend d'eux, c'est combien d'autres hommes ukrainiens seront massacrés. C'est tout. Et la question est, encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Les Russes n'ont pas besoin de ces territoires, mais ils sont déjà profondément engagés dans les oblasts de Kharkiv, Dnipropetrovsk et Sumy. Vous savez, et Kherson est en train d'être libéré. L'opération a déjà commencé. Donc je ne sais pas ce que les États-Unis peuvent apporter à la table aujourd'hui. Et il y a une autre chose que beaucoup de gens, encore une fois, derrière tout ce bruit blanc, derrière tout ce, vous savez, vendre l'histoire, une bande d'organismes unicellulaires des médias parce qu'aucune forme de vie complexe n'y travaille, surtout dans les médias américains et occidentaux, ils oublient que, par exemple, M. Ryabkov a fait une annonce stupéfiante hier. Et quand M. Ryabkov dit quelque chose, il ferait bien d'écouter. Il a déclaré que la Russie ne partagerait aucune information concernant les armes ou les questions liées à un éventuel renouvellement du traité New START. La Russie a donné aux États-Unis jusqu'en 2026, ce qui, soit dit en passant, arrive très bientôt. Après cela, il n'y aura plus aucune négociation sur un nouveau traité START, et la Russie cessera de s'y conformer, tout en continuant à produire des systèmes dont beaucoup ne comprennent même pas l'importance. Ce sont des systèmes de livraison stratégiques qui ont déjà modifié l'équilibre des forces dans le monde, de manière spectaculaire et en faveur de la Russie. Ce ne sera même plus équitable. Quant aux États-Unis, oubliez l'Europe. L'armée européenne est insignifiante. Et quand on en parle, les gens disent « Oui, vous savez, Trump dit ça ». Il a dit « Tu sais quoi? C'est comme ce truc du genre, il m'aime, il ne m'aime pas. » Tu vois,
Un jour, il veut les rencontrer. Le lendemain, il ne veut plus. C'est un homme totalement incompétent. Il essaye simplement de survivre parce que ses politiques intérieures échouent de manière spectaculaire. Et que puis-je dire? Mais c'est ce qui se passe en arrière-plan, ce qui est plus important que les mouvements tactiques et opérationnels réels sur la ligne de contact des combats. Parce que nous savons ce qui s'y passe. Nous savons déjà comment cela s'est terminé. Nous devons seulement savoir comment cela va être organisé en termes de résultat final, pour ainsi dire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du fait que beaucoup de nazis d'Ukraine doivent aller derrière les barreaux. Il y a aussi de nombreux dirigeants politiques en Occident qui sont des maniaques génocidaires et de véritables criminels de guerre, des criminels contre l'humanité. C'est aussi simple que cela. Et ils doivent être traduits en justice. Est-ce que cela a un lien avec ce qui se passe en Ukraine? Est-ce que c'est lié à l'incapacité de Trump à accepter les réalités de l'Ukraine? Parce qu'il me semble, pourquoi est-ce si difficile pour lui de simplement dire « Tu l'as perdu, sortons d'Ukraine ». Pourquoi cela? Parce que, comme vous l'avez mentionné, Sergueï Ryabkov a déclaré que les appels au désarmement nucléaire qui ignorent les réalités militaires et politiques actuelles sont complètement irréalistes. On ne peut pas avancer avec ce genre de politique en Ukraine, ni ailleurs d'ailleurs. C'est insoutenable. Les États-Unis, en tant que superpuissance, comme ils se considéraient autrefois, sont dans une situation intenable. Ils devront réduire leurs appétits de manière gigantesque. Beaucoup de gens en parlent disant « oui, ils doivent se concentrer principalement, enfin, disons-le ainsi. Les États-Unis sont plus que l'Occident. Les États-Unis constituent une civilisation à part entière, qui intègre de nombreux éléments très différents de l'Europe. En réalité, les Américains, en tant que peuple, diffèrent assez nettement des Européens. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de points communs. Bien sûr qu'il y en a. Et bien sûr, les États-Unis représentaient l'Occident uni, ce qui constituait bien sûr le dernier espoir de l'Europe. Les États-Unis ont lamentablement échoué dans ce rôle. Et maintenant, il est temps pour les États-Unis de, vous savez, se replier sur eux-mêmes et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays. Trump est incapable de faire cela. C'est en réalité un homme lâche. Et il a évidemment trahi le mouvement MAGA. Il les a vendus, à la gauche comme à la droite. Et nous devons garder constamment à l'esprit qui est sa fille, Ivanka. Elle est mariée à, un pur, vous savez, agent du Mossad. Donc cet homme est entièrement contrôlé et humilié, en gros, par Tel Aviv et Netanyahou. Il est incapable de prendre la moindre décision géopolitique sérieuse. Mais les Russes font leur truc. Ils, tu sais, lui jettent un os de temps en temps pour ne pas le tuer complètement politiquement. Car évidemment, la Russie n'a aucun intérêt à son humiliation totale. En raison de sa nature narcissique et impulsive, un homme qui ne peut vraiment pas contrôler ses impulsions, il est maintenant acculé de tous les côtés. Il avait la possibilité de changer les choses. Tu te souviens? Oh, je vais régler ça en 24 heures. Puis tu sais, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 100 jours. Et nous y voilà. Alors dans ce cas, comment gère-t-on une situation où en gros c'est le patient qui dirige l'asile? Il faut lui mettre une chemise de force, tu sais. Parce que si les États-Unis s'effondrent, ce sera totalement différent de l'effondrement de l'Europe, qui, soit dit en passant, est en train de s'effondrer à l'heure où nous parlons. Cela se produit vraiment en temps réel. Évidemment, les civilisations et les pays ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Par exemple, l'effondrement de l'Union soviétique a été officialisé du jour au lendemain. D'accord. Après le coup d'État d'août, mais elle se désintégrait depuis plusieurs années déjà. Et il en va de même pour des entités encore plus vastes, comme la civilisation occidentale. Donc Trump est incapable de la sauver. Il est incapable de sauver les États-Unis.
Ce n'est qu'un escroc de l'immobilier new-yorkais et le butler de l'émission The Apprentice. Il ne possède pas les qualités d'un homme d'État. Et dans ce cas précis, comment fait-on? Comment gère-t-on, en somme, le patient de l'asile? Violent, de surcroît. Il faut le faire avec beaucoup de précautions, mais en même temps, avec une grande fermeté. Et comme je l'ai déjà dit, c'est consigné, nous l'avons répété encore et encore. Les États-Unis n'ont aucune carte à jouer, à moins de vouloir en venir à un échange nucléaire. Et alors les États-Unis cesseraient d'exister, tout comme la civilisation humaine. C'est aussi simple que cela, peu d'options. André, voici l'un des courageux, je dirais, journalistes qui interrogent le secrétaire général de l'OTAN au sujet des Ukrainiens. 23% des Ukrainiens veulent se battre. Et voici la réponse du secrétaire général de l'OTAN, puis celle de Donald Trump. Ma question s'adresse en réalité au secrétaire général. Monsieur le secrétaire, je ne sais pas si vous avez vu cela, mais les sondages en provenance d'Ukraine montrent un effondrement massif du soutien des Ukrainiens à la guerre. Un sondage Gallup a révélé que seulement 23%, soit moins d'un quart, y sont favorables. Zelensky a déclaré aujourd'hui qu'il saluait la proposition du président Trump de geler les lignes de front dans le cadre d'un cessez-le-feu. Il a dit que c'était un bon compromis. Beaucoup perçoivent votre visite ici comme une manière de faire pression sur le gouvernement américain pour qu'il poursuive son engagement dans la guerre. Vous plaidez clairement pour que davantage d'armes de l'OTAN soient envoyées en Ukraine. Mais les Ukrainiens eux-mêmes ne veulent pas mener cette guerre. Comment justifiez-vous cela moralement? Eh bien, je ne fais du lobbying que pour une seule chose, et c'est de m'assurer que nous mettions fin à cette guerre. Je n'ai pas besoin de faire pression sur le président, car nous sommes totalement d'accord sur ce point, et c'est ce qu'il fait depuis le premier jour. Tout ce qu'il peut pour briser l'impasse avec Poutine, relancer le dialogue, en parlant aussi avec Zelensky. Mettre un terme à cette guerre est crucial. Et le fait que les États-Unis fournissent désormais des armes à l'Ukraine, financées par les Alliés, est extrêmement important. Cela se passe depuis 2 ou 3 mois. Environ 2 milliards se dirigeant vers l'Ukraine. Pourquoi penses-tu que cela mettra fin au conflit maintenant? Que veux-tu dire? Penses-tu que davantage d'armes mettront réellement fin à la guerre? Je veux dire, il reste encore du travail à faire. Ce qu'il faut, ce que le président a dit ce week-end, c'est de s'arrêter là où vous en êtes. En gros, faire un cessez-le-feu, puis avoir toutes vos discussions sur le territoire et tout le reste. Mais d'abord, arrêtez la guerre. C'est ce que vous avez dit vendredi et dimanche. C'est une guerre. Je veux dire, votre question est vraiment légitime. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Vous savez ce que j'en pense. Mais c'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Et nous ne vendons aucune arme à l'Ukraine. Nous les vendons à l'OTAN, ce qui est différent d'avant, avec Biden. Lui, il a simplement donné pour 350 milliards de dollars d'armes et d'argent directement à l'Ukraine. Et c'était tellement insensé. Mais nous les vendons à l'OTAN, et en théorie, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas forcément pour l'Ukraine, mais probablement que si. Tu sais, c'est incroyablement ignorant, la façon dont ils réagissent au rapport. Ce n'est pas de l'ignorance. Ils ont peur. Ce sont comme 2 écoliers, tu sais, et Ruto est un imbécile. Désolé les gars. Il n'y a pas de politiciens européens normaux là-dedans. Aucun. Zéro. La plupart sont fondamentalement des crétins. Ils sont soit compromis d'une manière ou d'une autre, totalement corrompus, totalement lâches, et ils se battent maintenant pour leur survie. Parce qu'au fond, les Européens, la plupart des Européens, pas tous, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne veux pas généraliser.
Mais la plupart des Européens ne savent pas distinguer, tu vois, la merde de la crapola, honnêtement. Ils ne se soucient que de leur ventre, ce qui est normal. Ils n'ont ni honneur ni intégrité. Ce sont des gens du commun. Ils vivent simplement, comme tant d'autres, de chèque de paie en chèque de paie. Ils essayent de survivre, donc ils se moquent complètement de tout ce dont nous discutons ici. Sauf, bien sûr, qu'ils sont endoctrinés, ce qui est tout à fait normal pour les Européens. Ils ont toujours été non seulement russophobes, ils détestent les Russes viscéralement pour une raison simple, parce qu'ils sont des pauvres, en gros, et c'est ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Et le seul choix, ou plutôt la seule option, auquel les politiciens européens sont confrontés maintenant, c'est que des foules affamées, celles qui ne reçoivent pas leur part de pain et de jeu, ce qui se produit déjà, et qui sont évidemment tournés en ridicule par, vous savez, l'immigration africaine et musulmane, l'immigration arabe. Et les villes européennes ne ressemblent plus à des villes européennes, alors elles pourraient se révolter. S'ils se rebellent, alors des gens comme Rudy finiront probablement pendus au réverbère. Ce ne sera pas fait pour des raisons morales. Ce ne sera pas fait pour des raisons pacifistes. Ce ne sera pas fait pour une quelconque raison humanitaire élevée. Tout cela se fera parce que les Européens ont faim et perdent leur niveau de vie, qui depuis plus de 50 ans a été assuré par l'Union soviétique, puis par la Russie, grâce à l'énergie. Et c'est ce à quoi ils sont confrontés. Ils ont peur. Beaucoup d'entre eux, comme Rudy, le sommet politico-militaire de l'OTAN, sont des criminels de guerre. Cela ne fait absolument aucun doute. Et donc, quand ces deux adolescents, ce sont des adolescents, et ils ont peur, des gens avec la mentalité, eh bien, d'un escroc de l'immobilier new-yorkais, à quoi peut-on s'attendre? Quand ils parlent comme ça, tout tourne autour de cette mise en scène, tu sais, cette image publique, devant des gens qui connaissent déjà les règles du jeu. Beaucoup de gens connaissent le jeu, tu sais. Et voici pourquoi. C'est un point que je souligne toujours. En Europe, on peut encore être emprisonné pour toutes sortes de choses que l'on dit. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile. Grâce à Dieu pour la Constitution, le premier amendement et la Déclaration des droits. C'est ça la différence. Les États-Unis sont cet immense univers de médias alternatifs, comme ce que nous faisons en ce moment, en parlant librement. En Europe, c'est pas si simple, mec. Je veux dire, on peut être persécuté pour ça. Et nous y voilà. Les Européens ont une option simple. Permettez-moi de le dire ainsi. Voici les deux options auxquelles l'Europe est confrontée, et non les États-Unis. Les États-Unis jouent une autre partie, bien qu'ils se trouvent désormais dans une situation désespérée. Et elle l'est, compte tenu de la situation économique et morale là-bas. Mais en Europe, il n'y a que deux options. Soit ils deviennent, comme ils sont en train de le devenir, une sorte de piste d'atterrissage numéro 1, tirée du camp de concentration d'Orwell, avec la police de la pensée et tout ce qui s'ensuit. Soit ils finiront par disparaître en tant que nation, parce qu'ils seront supplantés par toutes sortes de populations qui ne sont pas européennes, mais se trouvent en Europe. Non pas pour partager les plus grandes réalisations de la civilisation occidentale, mais pour vivre à la place des Européens dans leur pays, ce qui entraîne inévitablement la mort de ces nations. Donc en gros, ils feront ce que les Français ont fait avec la Bastille, tu vois, et tout ça. Et puis certains pourraient même littéralement se retrouver pendus au réverbère, parce que leur élite mondialiste qui dirige l'Europe vise à l'anéantissement de la population européenne d'origine, par le biais de la surreproduction, un euphémisme pour une immigration massive qui n'a rien de natif aux Européens. C'est la destruction complète de la culture européenne, de ce qu'elle a de meilleur. C'est une déviation sexuelle totale des Européens, une pédophilie généralisée, toutes sortes de choses de ce genre. C'est de cela qu'il s'agit. Et les Européens ont consenti à cela. Voilà, c'est le problème.
À présent, la seule chose qui peut les pousser à agir, c'est la faim, une situation du type de la République de Weimar, avec des soupes populaires. C'est ce qu'ils ont dans le camp de concentration, où ils seront littéralement surveillés par la police et toutes ses forces répressives, quels que soient les services de sécurité. Ou bien ils peuvent se libérer et peut-être essayer de reconstruire quelque chose sur des bases complètement différentes. Les États-Unis se trouvent dans une position quelque peu similaire, mais c'est plus important, car si les États-Unis s'effondrent, avec leur arsenal nucléaire et tout ce qui se passe en ce moment, cela constituera un véritable choc pour l'économie mondiale et la sécurité globale. L'Europe, elle, n'a tout simplement plus autant d'importance. Andrei, quelle est ta compréhension de la Pologne? Nous nous souvenons qu'au début de cette guerre, ils étaient très bellicistes. Puis ils ont reculé. Ils ne voulaient pas être aussi impliqués en Ukraine. Et récemment, à nouveau, ils deviennent plus agressifs, tu vois. L'Allemagne leur a demandé à propos d'un type qui semble impliqué dans Nord Stream. Ils ont répondu, « Vous n'avez pas le droit d'avoir Nord Stream. » Mais qui est la Pologne pour décider du gazoduc Nord Stream? Le gazoduc Nord Stream était entre la Russie et l'Allemagne. Quelle est la place de la Pologne dans toute cette situation? L'autre point, c'est que Sikorsky est sorti en déclarant que si le président russe voulait traverser notre espace aérien, nous abattrions son avion. Et l'ancien premier ministre polonais, voici ce qu'il a dit hier, il a déclaré « En Pologne, nous avons une arme que nous pouvons donner à l'Ukraine. Il y a des Ukrainiens en âge de conscription. » Il offre littéralement les personnes désespérées à cause de la guerre en Ukraine. Il veut les renvoyer se battre, se faire tuer pour Zelensky. Que se passe-t-il avec la Pologne, selon vous? Eh bien, la Pologne en général, pas tous les Polonais, ne vous méprenez pas, est en réalité culturellement très proche des Russes, en fait. Mais la raison pour laquelle ils détestent les Russes, c'est que la Pologne n'est jamais devenue l'empire qu'elle voulait être. Comme tout empire en Europe, tout s'est terminé en Russie. Vous savez, soit les Russes vont à Berlin au XVIIIe siècle, soit ils entrent à Paris en 1814, soit encore, ils ont ses collaborateurs capturent le Kremlin et tout cela. Puis les Russes se soulèvent, anéantissent l'invasion polonaise, et ensuite, simplement pour régler la question de la menace polonaise, qui était évidemment le de la mer à la mer, cette idée du grand empire polonais, d'une mer à l'autre. Ils ont simplement transformé la Pologne en une partie de la Russie. C'est ainsi que cela s'est passé, et ils détestent les Russes pour cela. Pas tous, encore une fois, ne vous méprenez pas. Je ne veux pas mettre tous les Polonais dans le même sac, mais leurs élites politiques, ce sont des perdants. Ils n'ont rien à miser. La Pologne était entièrement industrialisée jusqu'à récemment. Ils ont été nourris de toutes ces subventions et de ces prêts privilégiés pour construire une façade après l'effondrement de l'Union soviétique. Mais cette époque est révolue. Ils doivent rembourser ces prêts. Ils ont été complètement désindustrialisés. Ils ne produisent pratiquement plus rien. Leur célèbre construction navale a disparu, par exemple. Alors maintenant, ils essayent de faire semblant d'avoir encore de l'importance. Ce n'est pas le cas. C'est un pays européen de taille moyenne qui pourrait être anéanti même par des armes conventionnelles, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des armes nucléaires. Alors ils essaient de faire semblant d'avoir de l'importance, mais ce n'est pas le cas. La seule chose qui reste, c'est par exemple de dire des banalités, comme « si des avions russes envahissent l'espace aérien polonais, oui, vous avez le droit de les abattre. » Mais ils le disent comme si c'était quelque chose d'énorme. C'est la même chose, si un avion polonais entre dans l'espace aérien russe, eh bien, les Russes l'abattront. Ils pourraient d'abord le faire atterrir, puis échanger le pilote, mais c'est comme ça.
C'est juste répéter des évidences. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Andrei Martianov. Tu sais quoi? Alors accepte-le. D'accord. Ouais. Voilà ce qu'ils sont. Voilà qui ils sont. Ils ont une armée pathétique, évidemment approvisionnée par l'OTAN. Ils n'ont rien à eux, sauf, comme ils disent, « Oh oui, nous avons des blindés, nous pouvons construire un char ou quelque chose du genre. » C'est en gros ce qu'est un pays armé par l'OTAN. Et ils savent ce qui va se passer, tu vois. Il n'y a que les imbéciles de leur groupe de réflexion militaire qui croient, par exemple, qu'on peut attaquer Kaliningrad sans conséquence. C'est ainsi qu'ils vivent. Et puis, quand tu regardes Sikorsky, ce type est un crétin complet. Il a admis ouvertement avoir fait, tu sais, une fellation aux Américains. Tu peux le vérifier. Sa femme, Anne Applebaum, est une folle furieuse. Ils ne sont pas seulement russophobes. Ils détestent les Russes. Ils les détestent désespérément, à un point tel que c'est pire que les nazis. S'il en avait le pouvoir, il tuerait la plupart des Russes de toute façon. Et c'est ce qu'ils sont. Et cela continuera d'être ainsi. Cette couche très étroite de vrais penseurs polonais, de vrais patriotes, j'en connais certains, restera toujours en marge, parce que c'est ainsi que sont les Polonais. Ils sont au moins contrôlés par Londres, mais ils ont oublié qu'ils sont un pays européen de taille moyenne sans véritable économie. Et maintenant, ils vont s'appauvrir. Tu sais, ils continueront de s'appauvrir, comme le reste de l'Europe. L'Allemagne et la Pologne finiront inévitablement dans les soupes populaires. Parce que les Russes ont déjà dit, pas nous, les gars. Évidemment, l'Europe essaie encore d'acheter du pétrole et du gaz russe, ce qui montre bien qui sont ces gens-là. Ils n'ont aucun honneur. Et n'oubliez pas, les Russes ont ce mot « gonor ». Gonor, comme on peut l'entendre, doit presque être quoi? Un dérivé du mot « honneur », n'est-ce pas? Ils partagent effectivement une certaine parenté avec ce mot. Mais quand on parle par exemple de l'élite politique polonaise, la szlachta pour ainsi dire, ils ont le gonor, pas l'honneur. Ils n'ont pas l'honneur, mais ils ont le gonor, qui signifie bien sûr ambition, arrogance, orgueil. C'est ce que cela veut dire en russe. Ils ont cela. Ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas une véritable économie, ils n'ont pas une véritable armée. André, en ce moment en Russie, que ressent-on à propos d'Odessa? Penses-tu qu'avec le temps, Odessa deviendra l'un des principaux objectifs de l'armée russe? Ou vont-ils s'y prendre autrement, sans y intervenir militairement? Écoutez, tout dépend. Tout dépend. Encore une fois, d'abord, je n'ai pas connaissance des délibérations de l'état-major général ni du Conseil de sécurité de la Russie. J'aimerais être une petite souris là-bas pendant au moins 30 minutes. Mais le fait est qu'il y a évidemment deux façons d'aborder la situation. Soit la mener à terme, et en gros, massacrer pratiquement tous les hommes en âge d'être mobilisés, disons de 12 à 65 ou 70 ans, en Ukraine, puis aller prendre Odessa sans grande résistance. Est-ce que cela peut arriver? Oui, c'est possible. Mais les Russes veulent-ils le faire? Pourquoi gaspiller ne serait-ce qu'une seule vie russe, alors qu'il est probablement possible de le faire par une solution politique? Au final, l'Ukraine deviendra une sorte de confédération. Et plus tard, une fois le processus de dénazification achevé, ces villes pourront revenir à la Russie politiquement. Donc, c'est possible aussi. De toute évidence, c'est une ville russe. Mais qui sait? On peut bien sûr spéculer, mais je n'en ai pas vraiment envie. Je veux dire, ce sont simplement deux façons d'aborder la question. Honnêtement, je choisirais la solution politique.
Comment voyez-vous la manière dont la Russie et l'Iran semblent reconsidérer leur politique en Syrie? Quelle est la principale préoccupation des deux parties? Et ont-elles un terrain d'entente sur lequel travailler? Parce que nous avons vu Al-Jolani se rendre en Russie pour parler avec Vladimir Poutine, puis l'envoyé russe en Syrie se rendre en Iran pour rencontrer le chef de la sécurité nationale iranienne. Il se passe quelque chose dont nous ne savons pas encore grand-chose. Donc, selon votre compréhension, quels sont les véritables enjeux en Syrie? Quelle est votre opinion à ce sujet? Nous devons nous rappeler que la personne qui a convaincu la direction russe d'intervenir en Syrie était bien sûr le défunt général Soleimani. Il s'est rendu en Russie et a rencontré des personnalités de tout premier plan, du ministre de la Défense jusqu'à, je crois, même Poutine. Je n'en suis pas certain. Ce n'est peut-être pas le cas. Mais il a certainement rencontré le ministre de la Défense et le chef d'état-major général et il a convaincu la Russie qu'elle devait aider les Syriens. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'avant cela, les relations entre Moscou et Damas n'étaient pas faciles. Le gouvernement d'Assad n'était pas vraiment très favorable aux Russes. N'oublions pas qu'il s'agissait d'un gouvernement très orienté vers l'Occident, jusqu'à ce que, bien sûr, tout le monde voit ce qui est arrivé à la Libye. Et soudain, les choses ont commencé à bouger. Pour l'Iran, la seule puissance musulmane qui soutenait réellement les Palestiniens, c'était très important. Et bien sûr, il y a le Hezbollah et toutes ces questions. L'Iran était déjà présent en Syrie. Alors, c'est parti. En 2015, les Russes entrent en Syrie. Ils font ce qu'ils ont à faire. Puis plus tard, les Israéliens éliminent une grande partie de la direction du Hezbollah et l'affaiblissent, évidemment. Mais au final, lorsque le gouvernement d'Assad est tombé, nous nous sommes retrouvés soudainement dans une situation incroyable, avec toutes sortes de tractations et de négociations en cours. On assiste tout à coup à des pourparlers, parce que Al-Jolani, c'est un terroriste. Il l'était, il faisait partie de l'État islamique. Mais soudain, eh bien oui, les vents politiques, les climats politiques changent. Il doit partir. Et soudain, il comprend que, eh bien, Israël va continuer à suivre cette idée du grand Israël, qui bien sûr ne concerne pas seulement le plateau du Golan, mais aussi d'autres terres traditionnellement arabes. Et là, quelque chose fait tilt chez Jolani, et il dit « Oh mon Dieu, nous n'avons rien pour contrer cela. » Je veux dire, ils peuvent le contrer par le terrorisme, faire exploser des bus et ce genre de choses, et c'est à peu près ce qu'il faisait. Mais ensuite, il enfile un costume européen, prend l'avion pour Moscou et dit « Oui, au début, on dit qu'il a essayé de convaincre Poutine d'abandonner Assad. » Non, la Russie ne fait pas ça. Malgré le fait que c'était Assad qui, dans une certaine mesure, oui, c'est toute une autre histoire. Mais non, il ne récupérera pas Assad. Assad mène une vie confortable avec Asma. Que Dieu la bénisse. Je lui souhaite un bon rétablissement de son cancer. Une femme merveilleuse, belle, absolument. Donc vous avez Khmeimim et Tartus, et maintenant ils veulent qu'ils y restent. C'est la seule garantie pour la Syrie en tant qu'État. Ne vous y trompez pas. Pas seulement pour le gouvernement. Vous voyez, nous ne discutons pas du type de gouvernement, mais nous parlons du gouvernement en Syrie, d'un gouvernement de Syrie, qui reconnaît soudainement que, mon Dieu, ce sont les Russes qui, vous savez, nous offrent un certain degré de protection contre Israël. Et bien sûr, soudainement, il dit, oh oui, nous allons honorer toutes sortes d'accords concernant la base de Khmeimim et Tartus. Devine ce que les Russes répliquent immédiatement. Très bien, la Russie n'est pas désespérée d'obtenir ces bases. Si cela arrive, cela arrive. Ce n'est pas un problème. Mais qu'en est-il des Alaouites et des chrétiens? Comment un régime dirigé par Jolani garantirait-il que ces populations disposent de liberté et soient protégées? Voilà le cœur de la négociation. Ensuite, il faut se tourner vers l'Iran.
qui a été l'initiateur de la participation russe à la guerre en Syrie. À de nombreuses reprises, le Hezbollah iranien, a combattu en étroite coordination avec les Russes. Il faut leur expliquer que leur ennemi, Jolani, n'est pas un homme différent. C'est toujours un escroc. Mais ces circonstances sont telles que nous devons conclure un véritable accord, pas l'accord de Trump, mais un vrai accord entre nous, pour équilibrer les intérêts. Parce que si quelqu'un pense, et ils sont nombreux, ces imbéciles qui croient à tout cela, que si nous avons la constipation, les Juifs la contrôlent aussi. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de gens en Russie, y compris parmi les plus hauts responsables politico-militaires russes, qui depuis des décennies reconnaissent officiellement l'État palestinien. Et dans ce cas, cela ne veut pas dire que Poutine parle, vous savez, à Netanyahou. La Russie reconnaît l'État palestinien. Qu'y a-t-il à ne pas comprendre ici? Donc dans ce cas, la Russie sera présente là-bas comme contrepoids à Israël. Si Israël veut cesser d'exister, bien sûr, ils sont libres d'essayer d'attaquer, vous savez, les Russes. Mais Israël sait mieux. Sauf pour ces fanatiques comme Smotrich, ou peu importe comment s'appellent ces fichus, tu sais, ces gens malfaisants dans le gouvernement de Netanyahou. Ce n'est pas que Netanyahou soit meilleur, mais c'est tout l'équilibre actuel. Et cela devient essentiellement ce trépied renouvelé, bien que sur une base totalement nouvelle et différente, conçue par Soleimani, l'Iran, la Syrie et la Russie. Et cela est évidemment contraire à Israël. Et ils sont l'un des garants du retour éventuel des Palestiniens dans leur patrie, et de choses de ce genre. Eh bien, le Liban était évidemment présent aussi, et c'est là que se trouvait un certain nombre de forces. Voilà. Et tu sais, ce type de Syrie, il comprend cela. S'il veut survivre, et s'il veut que son gouvernement survive, il ferait mieux de commencer à jouer selon ce paradigme, tu sais, et de commencer à agir dans ce paradigme. C'est le nouveau climat politique au Moyen-Orient, et personne ne permettra à Israël d'avoir un grand Israël. Cependant, la question principale demeure, et on ne peut pas l'ignorer, où sont les Arabes? Oh, nous savons où ils sont. Ils se vendent à gauche et à droite, au plus offrant. Et par conséquent, mais encore une fois, tu sais, c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Et tout le monde dit, oh, la Russie doit faire ceci ou cela. Non, la Russie n'a rien à faire. Les Russes en ont déjà fait plus qu'assez, tout comme l'Iran. Donc si les Arabes ne veulent rien faire pour les Palestiniens, eh bien, que puis-je dire? C'est leur choix. Oui. Oui, c'est regrettable, en fait, avec les États arabes. Oui, c'est comme ça. L'Iran a du cran, l'Iran a du courage, et l'Iran a toujours été, tu sais quoi, à cet égard, solidaire des Palestiniens. Ils se sont sacrifiés pour cela. Et oui, ça ne peut qu'inspirer le respect. Mais l'Égypte, oh Seigneur, je veux dire la Jordanie, oh pour l'amour du ciel. Oui, il y a un demi-milliard de personnes qui, ne parlons pas de ça, ils ne font rien. André, voici ce qu'a déclaré le ministre iranien du renseignement. 50 agences de renseignement étrangères ont aidé Israël pendant la guerre de 12 jours contre l'Iran. Cela montre à quel point il s'était préparé à la guerre, à l'attaque contre l'Iran. Nous savons que récemment, le chef du Conseil national de sécurité iranien, Ali Larijani, s'est rendu en Russie et a rencontré Vladimir Poutine. Je suis sûr qu'ils ont parlé de la possibilité d'une nouvelle guerre entre l'Iran et Israël. Maintenant, en ce qui concerne l'Iran, en repensant à ce que nous avons discuté la semaine dernière, nous savons que les MiG-29 sont en Iran. Ils survolent le ciel de Téhéran. Nous avons vu quelques images de cela. Que se passe-t-il? Quel est l'état d'esprit des militaires en Iran, selon vous? Quelle serait la meilleure stratégie pour eux, à votre avis?
La meilleure stratégie. D'abord, il faut garder à l'esprit que cela a été rapporté dans les médias, c'est confirmé. Israël a pris contact avec Moscou, car Moscou entretient une relation correcte avec Israël. Ils ont demandé à Moscou de transmettre à l'Iran, à Téhéran, qu'Israël ne veut pas la guerre. Bien sûr que non. Pour l'instant. Mais à terme, la stratégie est très simple. La Russie soutient désormais l'Iran, comme Monsieur Lavrov l'a déclaré il y a une semaine. Il n'y a plus de restrictions, plus de sanctions. C'est fini, et notre coopération militaire se poursuit à un rythme soutenu. Quelle est cette coopération militaire? Davantage de radars et de systèmes de défense aérienne capables de créer un champ de défense aérienne assez solide autour de l'Iran. Oui, des Su-35 sont là, des MiG-29 SMT sont là, et d'autres arrivent. Les S-400 arrivent. Oui, je suis presque sûr que oui. L'Iran va en recevoir, il en avait déjà reçu certains auparavant, mais cette fois, ils vont être davantage intégrés au réseau russe ISR, c'est-à-dire de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Il recevra donc toutes sortes de données et d'informations nécessaires pour le ciblage. Il se passe énormément de choses là-bas. Par exemple, le changement d'attitude de M. Fan Aliyev vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement parce que les Russes lui ont en quelque sorte refusé sa petite monnaie de poche en détruisant toutes ces raffineries qui traitaient le pétrole azerbaïdjanais pour les Ukrainiens. Rien que ça. C'est aussi parce que, soudainement, l'Azerbaïdjan revient sur le devant de la scène et veut ce corridor nord-sud ainsi que tous ses projets sur la mer Caspienne et d'autres du même genre. Il y a aussi beaucoup de choses liées à l'amélioration spectaculaire de la puissance de frappe de la flottille de la mer Caspienne. Cela devient donc soudainement une situation où la Russie ne permettra pas que l'Iran soit vaincu. Quoi que pensent les Iraniens, et quelle que soit l'opinion de l'opposition libérale de Téhéran à ce sujet, cela passe désormais au second plan face au fait que l'Iran reçoit des armes presque de tout premier ordre. Mais encore une fois, le Su-35, oui, c'est du haut de gamme, c'est le meilleur chasseur du monde, point final. Eh bien, à l'exception du Su-57. Et il possède un palmarès de combat impressionnant. Aucun F-15 ni F-22 ne peut rivaliser avec lui, vous savez. Donc, lorsque l'Iran obtient ce type d'armes et que nous savons qu'il pilote des Su-35, c'est un avion très complexe, dans le sens où il faut être extrêmement bien préparé, et il faut connaître le russe. Évidemment, il est très difficile de traduire entièrement l'avionique et ce cockpit numérique en farsi. Il faut préserver la relation sémantique avec la manière dont on interagit avec les réseaux neuronaux qui aident à contrôler le Su-35. Et dans ce cas, il faut connaître le russe. C'est un point essentiel. D'ailleurs, lorsque les pilotes chinois ont reçu leur Su-35, il y a environ 8 ans, savez-vous ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé à ce que tout le cockpit soit strictement en russe. C'était très intéressant, n'est-ce pas? Parce que la langue russe possède un appareil sémantique très élaboré pour le combat, y compris le combat aérien. Et c'est là un autre problème. Il faut savoir piloter ces appareils. Les pilotes iraniens ont probablement suivi des cours en Russie. Et en plus, encore une fois, il y a autre chose. Le Su-35 est un avion entièrement centré sur le réseau. Il dispose de liaisons de données. Il peut communiquer. Je ne sais pas si les Russes les ont fournis, mais je suis presque sûr qu'ils l'ont fait pour l'Iran. Il peut communiquer directement avec toutes sortes de systèmes et transmettre des informations vocales et visuelles, y compris des données de ciblage, directement sur ces écrans. On peut ainsi communiquer avec de nombreux moyens de combat de cette manière. Par conséquent, il faut être complètement intégré dans ce réseau russe de renseignement, de reconnaissance et de surveillance, qui se concrétise, par exemple, dans le Su-35S.
Comme je l'ai déjà dit, c'est une machine entièrement centrée sur le réseau, capable de contrôler à elle seule toute une escadrille aérienne, en tant qu'unique appareil. Alors, et puis bien sûr, il y a d'autres choses. Si l'on regarde cela et que l'on considère la puissance conventionnelle de l'Iran, les chars indigènes et autres équipements de ce type, cela devient une force militaire très importante et très puissante. Et cela, en soi, constitue la dissuasion. Il faut dissuader l'Iran, je veux dire Israël. La seule chose sur laquelle Israël peut compter, c'est les États-Unis. Mais la seule chose que les États-Unis peuvent réellement faire contre l'Iran, c'est lancer des Tomahawks. C'est tout. Ce théâtre kabuki, avec le B-2 qui vole et largue une bombe, ce qui était évidemment arrangé à l'avance pour que les États-Unis sauvent la face. Vous savez, ce n'est même pas sérieux. Et c'est tout ce qu'il reste. Il faut toujours examiner la capacité et toujours considérer la corrélation des forces et des moyens. Israël n'a aucun moyen de mener une opération terrestre contre l'Iran. Il serait de toute façon anéanti. Et puis bien sûr, la seule chose qu'ils peuvent espérer, c'est qu'un jour, peut-être dans 30 ans, les États-Unis développent des défenses adéquates capables d'intercepter quelque chose. Au moins, vous voyez. Et c'est tout. Mais l'Iran a un avenir prometteur devant lui, notamment dans le développement du commerce, en devenant un centre de transport stratégique extrêmement important et en construisant sa propre industrie, et ainsi de suite. Cela s'intègre donc bien dans la stratégie globale de l'espace eurasien, plutôt du côté eurasien, de la partie russo-européenne, vers le reste du continent. Nous verrons bien, vous savez. Mais les États-Unis sont désespérés, et Israël aussi. Israël contrôle les États-Unis. La stratégie du côté des Israéliens, s'ils décident d'attaquer à nouveau l'Iran, serait d'utiliser à nouveau des avions de chasse, en envahissant l'espace aérien iranien, je suppose. Nous ne savons même pas, avec le... Non, ils ne sont pas entrés dans l'espace aérien iranien. Et n'oubliez pas que dans les premières heures de la guerre de 12 jours, la surprise a été obtenue, non pas en brouillant ou en frappant quoi que ce soit. C'était essentiellement une opération de diversion et de sabotage menée au sol. Point final. C'était principalement le Mossad et les forces présentes à l'intérieur de l'Iran qui l'ont réalisé. Ils ont tué les commandants de batterie ou de bataillon des unités de défense aérienne. Ils ont saboté certains complexes de défense aérienne, certains systèmes radars et d'autres installations de ce type. C'est ce qui se passait. 10 heures après le début de tout cela, la défense aérienne iranienne commençait à se rétablir. Il est maintenant temps, évidemment, pour les Iraniens, ce qui est déjà en train de se produire, je crois, d'obtenir une défense aérienne adéquate, ultramoderne, résistante au brouillage et entièrement centrée sur le réseau. La Russie en dispose et de toute évidence la fournit désormais. Ce sera donc bien plus difficile. Ce n'est pas que les services de sécurité iraniens ignorent encore qui l'a fait ou comment, ils le savent. Et nous avons déjà vu comment les espions iraniens, pour ainsi dire, ont pénétré dans l'installation nucléaire israélienne, en ont fait des vidéos et les ont diffusées en disant « Oui, vous n'êtes pas les seuls à savoir faire des choses ». C'est donc un jeu très complexe. Mais Israël est en train de perdre ça, enfin, il n'a plus la suprématie militaire. C'est vraiment une force de police, bonne seulement à bombarder des Arabes sans défense, tu sais. Mais même quand on commence à leur tirer dessus en retour, Israël finit un peu par se faire casser la figure. Et on se souvient tous de ce qui s'est passé en 2006. Voilà ce qui se passe. Pour l'instant, du moins, ils ont fait savoir à Moscou qu'ils ne voulaient pas de guerre. Bien sûr que non. Nous ne connaissons pas toute l'histoire. Nous n'avons que quelques aperçus de l'ampleur réelle des dégâts subis par Israël. C'est pourquoi ils ont immédiatement imposé la censure sur tout ce qui sortait d'Israël.
Cela montre à quel point ces gens sont démocratiques. Les dégâts causés par les attaques iraniennes étaient bien plus graves et importants qu'ils ne veulent l'admettre. Et oui, nous en avons vu quelques preuves. C'est terrifiant. André, avant de conclure, qu'est-ce que les États-Unis peuvent offrir à Israël s'ils décident d'attaquer l'Iran en utilisant des bases au Moyen-Orient, en utilisant les bases des États arabes? Quelle est la possibilité que les États-Unis les aident? Je veux dire, Le Qatar, oui, une implication directe. Nous avons vu comment la défense aérienne américaine a aidé Israël à l'instant. C'est une blague, vraiment. Et en termes d'implication directe, probablement, vous savez donc. Et c'est tout. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, même si on l'examine de manière analytique, à ce niveau-là, à mon avis, ce serait suicidaire. ils n'ont rien à offrir. Oui, ils n'ont rien à offrir. Et encore une fois, la question principale est, et c'est la partie intéressante, de quel type de missile Onyx parlons-nous? Ou s'agira-t-il du Yakunt, qui est la version d'exportation, conformément au régime de non-prolifération pour les missiles de croisière d'une portée supérieure à 300 km? Ou bien s'agira-t-il de la dernière version du P-800 Onyx, dont la portée est d'environ 1000 km? Cela définit donc assez clairement ce qui va se passer si les États-Unis veulent entrer dans la zone de tir là-bas, vous savez, avec les Iraniens lançant ces missiles de croisière vraiment puissants. Donc oui, personne ne veut prendre ce risque. Les États-Unis ne veulent pas prendre ce risque. La seule chose que les États-Unis peuvent réellement offrir à Israël, c'est la puissance aérienne. C'est tout. Rien de plus. Je veux dire, les États-Unis ne peuvent pas envoyer de troupes au sol. Je veux dire, écoutez, même si l'on suppose que, d'accord, d'une manière ou d'une autre, l'Iran autorise les États-Unis, pendant 6 mois, à préassembler une force en Irak, sans rien faire, juste en les laissant s'installer dans les zones de rassemblement, comme, vous savez, la première guerre du Golfe avec cet imbécile, eh bien c'est une toute autre histoire. Donc la question est, que se passera-t-il même après cela? Les pertes seraient telles que les États-Unis ne pourraient tout simplement pas le supporter. Et puis bien sûr, l'Iran n'est pas l'Irak. C'est un terrain cauchemardesque. Cauchemardesque. Je veux dire, vous entrez dans un col avec votre colonne de chars ou autre et vous êtes mort. Point final. Et aucune force aérienne ne viendra vous aider. C'est tout le problème. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, les Iraniens reçoivent désormais des chasseurs de tout premier ordre. Et il sera très intéressant de voir les Su-35 iraniens. Nous savons qu'ils sont là. Nous savons qu'ils s'entraînent. Mais c'est bien plus que le MiG-29 SMT. Le MiG-29 SMT peut emporter le R-66-7, qui est un missile à moyenne portée. Il l'appelle Amramski. C'est du baratin. Il a en réalité une portée plus longue que l'M120 Amram. Cela signifie donc qu'il dispose de radars ultramodernes, ces MiG-29 SMT. Ils n'ont rien en commun avec les MiG-29A que l'Iran possédait auparavant. C'est un chasseur de plus de 4e génération, doté d'un excellent radar, d'excellents systèmes électro-optiques et capable d'emporter un missile RR d'une portée de 180 à 200 km, ce qui dépasse tout ce que les États-Unis et Israël possèdent dans leurs arsenaux. Le Su-35, en revanche, peut emporter le R-37, un missile RR d'une portée de 400 km. Et cela change complètement l'équilibre des forces. Et devinez quoi? Peu importe que vous soyez furtif ou non, il suffit d'avoir la position approximative du chasseur ennemi au-delà de la portée de ses missiles et il tirera. Il fera le travail. Oui, merci beaucoup André d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. Avec plaisir comme toujours. Quand tu veux. À bientôt. Au revoir.